L'hiver de 1810 s'abattit sur le Haut-Vernay avec une cruauté particulière. Cette petite commune, perchée dans les Alpes de Haute-Provence, à plus de 1000 mètres d'altitude, semblait oubliée par Dieu et les hommes. Les maisons de pierre grise s'accrochaient au flanc de la montagne comme des bernacles sur un rocher battu par les tempêtes, et les chemins étroits serpentaient entre les bâtisses avec une irrégularité qui témoignait de siècles d'adaptation au terrain difficile. Le village comptait à peine 200 âmes, des familles de bergers et d'agriculteurs qui luttaient contre un environnement hostile pour arracher à la terre de quoi survivre. L'église Saint-Michel, construite au XIIe siècle, dominait la place centrale de sa silhouette massive, ses murs épais témoignant des hivers rigoureux que la région avait traversés. Le clocher de pierre, fendu par le gel et rapiécé au fil des ans, sonnait les heures avec une régularité mélancolique qui marquait le rythme de vie des habitants. À l'écart du bourg, sur une colline escarpée accessible par un sentier rocailleux qui serpentait entre les sapins rabougris, se dressait une maison qui inspirait un respect mêlé de crainte. Cette demeure de pierre sombre, aux fenêtres étroites et à la toiture d'ardoise noircie par les ans, appartenait à Madeleine Kardec, une femme de 65 ans dont la réputation dépassait largement les limites du village. Madeleine était arrivée à Le Haut-Vernay 40 ans plus tôt, épousant Louis Kardec, un fermier respecté qui possédait quelques hectares de terre en terrasse et un petit troupeau de chèvres. Mais Louis était mort 10 ans plus tard, emporté par une pneumonie foudroyante, laissant Madeleine seule avec son savoir particulier et sa connaissance approfondie des plantes médicinales de la région. Au fil des années, elle était devenue la guérisseuse officieuse du village, celle vers qui on se tournait quand les remèdes traditionnels échouaient et que le médecin le plus proche, installé à Barcelonnette, était trop loin ou trop cher. Sa réputation s'était bâtie sur des succès indéniables, des fièvres qui tombaient après l'absorption de ses décoctions, des infections qui guérissaient grâce à ses cataplasmes, des douleurs qui s'apaisaient sous l'effet de ses onguents. Mais cette efficacité s'accompagnait d'une aura de mystère qui alimentait les murmures et les superstitions. Madeleine connaissait des recettes que personne d'autre ne maîtrisait. Elle parlait aux plantes en patois provençal, mêlé de mots que certains juraient être du latin, et ses rituels de cueillette suivaient des cycles lunaires que les plus anciens du village associaient aux anciennes pratiques païennes de leurs ancêtres. Physiquement, Madeleine Kardec imposait le respect autant par sa prestance que par l'intensité de son regard. Grande pour une femme de son époque, elle mesurait près d'1,70 m et se tenait droite malgré ses 65 ans. Ses cheveux, autrefois châtain clair, avaient blanchi prématurément, mais elle les portait toujours tressés en couronne autour de sa tête, maintenus par des épingles d'argent héritées de sa mère. Son visage, buriné par les intempéries et marqué par les années, conservait une beauté sévère qui rappelait les madones de pierre sculptées dans les églises anciennes. Ses yeux, d'un bleu-gris troublant, semblaient percer les âmes et lire des vérités que les gens préféraient garder cachées. Elle portait invariablement des robes de laine sombres, noires ou brun foncé, qui descendaient jusqu'aux chevilles, et par-dessus, un châle de laine épaisse qu'elle avait tricoté elle-même avec la laine de ses chèvres. Ses mains, longues et fines, mais marquées par le travail, étaient toujours impeccablement propres, les ongles coupés courts pour manipuler les plantes et préparer ses remèdes. Elle portait en permanence un collier de perles de bois sombres, auquel était suspendu un petit pendentif d'argent terni représentant une croix celtique, héritage de sa grand-mère qui venait des montagnes du Queyras. La maison de Madeleine reflétait sa personnalité, austère mais parfaitement organisée. Le rez-de-chaussée abritait une cuisine spacieuse où trônait une grande cheminée de pierre dans laquelle mijotaient en permanence des décoctions aux odeurs complexes. Les murs étaient couverts d'étagères où s'alignaient des centaines de bocaux en verre et en terre cuite, soigneusement étiquetés, contenant toutes sortes de plantes séchées, de racines, de baies et de poudres aux couleurs variées. Un immense vaisselier en noyer massif, sculpté de motifs végétaux, contenait sa vaisselle et ses instruments,
mortier de marbre, balance de précision, alambic miniature pour distiller les essences et une collection de couteaux aux lames parfaitement aiguisées pour découper les plantes. L'étage était divisé en 3 pièces. Sa chambre, spartiate mais confortable, avec un lit à baldaquin garni de couvertures épaisses tissées à la main. Un grenier où elle stockait ses réserves de plantes et où séchaient, suspendues aux poutres, des guirlandes d'herbes aromatiques qui parfumaient toute la maison, et enfin la chambre d'Étienne, son petit-fils. Étienne Kardec avait 8 ans cet hiver de 1810. C'était un enfant menu pour son âge, aux cheveux châtain clair qui bouclaient naturellement et aux yeux d'un brun chaud qui contrastait avec la froideur du regard de sa grand-mère. Orphelin depuis l'âge de 3 ans, il avait été recueilli par Madeleine après que ses parents, Henri Kardec et Marie Bonneval, eurent succombé à l'épidémie de typhus, qui avait ravagé la région en 1805. Henri était le fils unique de Madeleine, et sa mort avait représenté un choc terrible pour la vieille femme, même si elle n'en montrait rien extérieurement. L'enfant était d'une nature douce et observatrice. Il avait appris très tôt à se mouvoir silencieusement dans la maison, à ne pas déranger sa grand-mère quand elle travaillait, et à l'aider dans ses tâches quotidiennes avec une efficacité qui surprenait les rares visiteurs. Étienne savait reconnaître la plupart des plantes que Madeleine utilisait. Il pouvait allumer un feu et maintenir la température d'une décoction, et il avait une mémoire remarquable pour retenir les recettes que sa grand-mère lui enseignait. Mais surtout, il possédait une sensibilité particulière qui lui permettait de deviner les humeurs de Madeleine et d'adapter son comportement en conséquence. La relation entre la grand-mère et l'enfant était complexe. Madeleine aimait profondément Étienne, c'était indéniable, mais cet amour s'exprimait d'une manière particulière, teintée de la sévérité et de l'exigence qu'elle appliquait à tous les aspects de sa vie. Elle ne montrait jamais ouvertement sa tendresse, préférant l'éduquer dans la discipline et la rigueur qui, selon elle, étaient nécessaires pour survivre dans un monde hostile. Étienne, de son côté, vouait à sa grand-mère une admiration mêlée de respect et d'une pointe de crainte. Il savait qu'elle était différente des autres femmes du village, qu'elle possédait des connaissances et des pouvoirs que personne d'autre ne maîtrisait, et cette singularité le rendait fier autant qu'elle l'intimidait. Les journées d'Étienne suivaient un rythme immuable. Il se levait avant l'aube pour rallumer le feu et préparer la tisane matinale que Madeleine buvait religieusement chaque matin. Un mélange de thym, de romarin, d'aigre-moine et de quelques autres plantes dont elle gardait jalousement le secret. Puis il l'aidait à soigner les chèvres, 5 bêtes robustes qui constituaient leur principale source de revenus grâce au lait et au fromage que Madeleine vendait au marché de Barcelonnette 1 fois par mois. L'après-midi était consacré à l'apprentissage. Madeleine avait appris à lire à Étienne, ce qui était exceptionnel pour un enfant de paysan à cette époque. Elle possédait une petite bibliothèque constituée d'une 20aine d'ouvrages. La Bible, bien sûr, mais aussi des traités de botanique, un manuel de médecine populaire écrit par un moine savoyard au siècle précédent, quelques livres de poésie en provençal, et surtout un épais volume relié de cuir noir qu'elle appelait simplement le grimoire de grand-mère. Ce dernier livre, écrit dans un mélange de français ancien, de latin et de patois local, contenait des centaines de recettes de remèdes, des indications sur les cycles lunaires et les meilleures périodes pour cueillir les plantes, ainsi que des descriptions détaillées de rituels de guérison que les ancêtres de Madeleine avaient pratiqués depuis des générations. C'est de ce livre qu'Étienne apprenait non seulement à lire, mais aussi à comprendre le monde tel que sa grand-mère le concevait. Un univers où chaque élément de la nature était relié aux autres par des liens invisibles mais réels, où les phases de la lune influençaient la croissance des plantes et l'efficacité des remèdes, où certains mots prononcés avec la bonne intention pouvaient amplifier le pouvoir curatif d'une décoction. Pour Madeleine, ces connaissances n'avaient rien de magique ou de surnaturel. Elles étaient le fruit de siècles d'observation et d'expérimentation transmises de génération en génération, un savoir empirique aussi valable que celui des médecins des villes. Les soirées étaient le moment que l'enfant préférait.
Après le dîner frugal composé de soupe de légumes, de fromage de chèvre et de pain de seigle, Madeleine et Étienne s'installaient près de la cheminée. La grand-mère reprisait ou tricotait en racontant des histoires, les légendes de la région, l'histoire de leurs ancêtres, les aventures des bergers qui parcouraient les alpages en été. Mais elle lui parlait aussi de choses plus sérieuses, de la responsabilité qui incombait à ceux qui possédaient le don de guérir, de l'importance de respecter les anciens savoirs et de la nécessité de toujours agir pour le bien d'autrui, même quand cela demandait des sacrifices personnels. Les habitants de Le Haut-Vernay entretenaient avec Madeleine et Étienne des relations ambivalentes. D'un côté, ils avaient besoin d'elle et reconnaissaient son efficacité. Quand un enfant était pris de fièvre, quand une blessure s'infectait, quand une femme avait des difficultés pendant sa grossesse, c'est vers Madeleine qu'on se tournait. Elle ne refusait jamais son aide et ne demandait jamais de paiement, acceptant avec gratitude les œufs, le lait, les légumes ou les menus services que les familles lui offraient en remerciement. Mais d'un autre côté, sa différence créait une distance. Les femmes du village n'arrivaient jamais à se sentir complètement à l'aise en sa présence. Elles admiraient sa science, mais s'inquiétaient de ses méthodes peu orthodoxes. Certaines murmuraient qu'elle en savait trop sur les plantes vénéneuses, d'autres s'étonnaient de son célibat prolongé et de son refus de se remarier après la mort de Louis. Les hommes, eux, respectaient sa force de caractère et son indépendance, mais ils étaient mal à l'aise face à une femme qui ne dépendait d'aucun homme et qui semblait posséder des connaissances qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Quant à Étienne, les enfants du village l'acceptaient dans leur jeu, mais il restait toujours un peu à l'écart. Son éducation particulière, sa capacité à identifier les plantes et ses connaissances précoces sur les remèdes le distinguaient de ses camarades. Il parlait parfois de choses que les autres enfants ne comprenaient pas, utilisant des mots savants ou faisant référence aux livres qu'il lisait avec sa grand-mère. Cette différence n'était pas malveillante, mais elle créait une barrière subtile qui faisait qu'Étienne se sentait plus proche de sa grand-mère que de quiconque d'autre. Le curé de la paroisse, l'abbé Ferrand, un homme d'une 50aine d'années arrivé de Grenoble 10 ans plus tôt, entretenait avec Madeleine des rapports courtois mais prudents. Il reconnaissait la valeur chrétienne de son dévouement envers les malades, mais il s'inquiétait de certaines de ses pratiques qui lui semblaient trop proches des anciennes superstitions païennes. Madeleine assistait régulièrement à la messe dominicale avec Étienne. Elle communiait et respectait scrupuleusement les préceptes de l'Église. Mais l'abbé Ferrand avait remarqué qu'elle murmurait parfois des prières dans un patois qu'il ne comprenait pas et qu'elle portait ce pendentif en forme de croix celtique qui n'était pas un symbole chrétien orthodoxe. Cependant, l'abbé était un homme pragmatique et intelligent. Il comprenait que dans une région isolée comme le Haut-Vernay, les traditions anciennes avaient leur place, tant qu'elles n'entraient pas en conflit direct avec la foi chrétienne. De plus, Madeleine ne remettait jamais en question l'autorité de l'Église et ne prétendait pas se substituer au sacrement. Quand elle soignait un mourant, elle l'encourageait toujours à recevoir les derniers sacrements. Quand elle aidait une femme à accoucher, elle récitait des Ave Maria en même temps que ses incantations en patois. Cette synthèse entre la foi chrétienne et les traditions populaires était courante dans les campagnes, et l'abbé Ferrand avait appris à composer avec. En cet hiver de 1810, le Haut-Vernay traversait une période difficile. La situation politique de la France napoléonienne créait des tensions et des incertitudes qui se répercutaient jusque dans les villages les plus reculés. La conscription militaire avait privé le village de plusieurs jeunes hommes, partis servir dans les armées de l'empereur. Certains étaient morts aux batailles d'Austerlitz ou d'Iéna, d'autres avaient disparu dans les campagnes d'Espagne ou d'Allemagne. Ces pertes humaines affaiblissaient la communauté et créaient un climat de tristesse et d'inquiétude. De plus, les dernières récoltes avaient été mauvaises. L'été 1809 avait été marqué par des épisodes de grêle qui avaient détruit une partie des cultures, et l'automne trop pluvieux avait fait pourrir les réserves de pommes de terre et de légumes. Les familles devaient rationner leurs provisions, et beaucoup s'inquiétaient de pouvoir passer l'hiver sans souffrir de la faim.
Dans ce contexte difficile, Madeleine Kardec représentait un recours précieux. Elle possédait des réserves de plantes médicinales qui pouvaient servir d'aliments de substitution, des racines de pissenlit et de bardane, des baies séchées de diverses espèces, des champignons conservés dans le sel. Son savoir permettait de préparer des tisanes nutritives qui aidaient les plus faibles à supporter les privations. Sa connaissance des plantes qui renforçaient les défenses naturelles de l'organisme était particulièrement appréciée en cette période où le risque d'épidémie était toujours présent. Mais au-delà de son aide matérielle, Madeleine apportait surtout un réconfort psychologique aux habitants du village. Sa présence rassurante, sa confiance en ses propres capacités et sa sagesse accumulée au fil des années constituaient un point d'ancrage dans la tourmente. Quand les nouvelles de l'extérieur étaient mauvaises, quand les inquiétudes se multipliaient, les gens venaient la consulter non seulement pour des maux physiques, mais aussi pour chercher des conseils et puiser dans sa force intérieure. Cette position particulière de Madeleine dans la communauté expliquait en partie l'éducation qu'elle donnait à Étienne. Elle savait qu'un jour, l'enfant devrait peut-être reprendre son rôle et porter à son tour la responsabilité d'aider les habitants du village. Elle s'efforçait donc de lui transmettre non seulement ses connaissances techniques, mais aussi l'éthique qui devait guider l'exercice de ce don particulier. L'humilité face à la souffrance d'autrui, le respect de la confidentialité des secrets révélés par les malades, la gratuité du service rendu et surtout la recherche constante de l'amélioration de ses propres compétences. Étienne montrait des dispositions exceptionnelles pour apprendre. Sa mémoire était remarquable. Il retenait sans effort les noms latins des plantes, les dosages précis des décoctions, les symptômes qui permettaient de distinguer une maladie d'une autre. Mais plus encore, il développait cette intuition particulière qui permettait de sentir les besoins profonds des malades au-delà de leurs symptômes apparents. Madeleine avait remarqué que l'enfant savait d'instinct quand quelqu'un souffrait moralement, quand une douleur physique cachait une blessure de l'âme, quand il fallait écouter avant de soigner. Cette sensibilité particulière d'Étienne se manifestait aussi dans sa relation avec la nature. Il était capable de rester des heures immobiles à observer le comportement des animaux, les variations de la lumière selon les saisons, les signes qui annoncèrent les changements de temps. Cette capacité d'observation, cultivée par l'enseignement de sa grand-mère, lui permettait de comprendre les cycles naturels et d'anticiper les meilleures périodes pour cueillir les plantes ou préparer certains remèdes. Les soirées d'hiver étaient propices à l'approfondissement de cet enseignement. Quand le vent soufflait fort et que la neige s'accumulait autour de la maison, Madeleine et Étienne passaient de longues heures à étudier le grimoire familial. L'enfant apprenait à déchiffrer les écritures anciennes, à comprendre les abréviations utilisées par ses ancêtres, à interpréter les dessins qui accompagnaient les recettes. Chaque page révélait des trésors de sagesse accumulés au fil des générations, des remèdes contre les maux les plus divers, des techniques de conservation des plantes, des indications sur les correspondances entre les symptômes et les traitements appropriés. Mais le grimoire contenait aussi des sections plus mystérieuses qui intriguaient Étienne. Certaines pages parlaient de rituels de purification pour nettoyer une maison où quelqu'un était mort de maladie contagieuse. D'autres décrivaient des cérémonies de protection à accomplir lors d'épidémies ou de catastrophes naturelles. Ces textes mêlaient les prières chrétiennes aux invocations en patois, les gestes symboliques aux préparations de fumigation à base de plantes spécifiques. Madeleine expliquait à Étienne que ces rituels n'avaient rien de magique. Ils constituaient simplement des moyens de mobiliser toutes les ressources disponibles, physiques, psychologiques et spirituelles, pour lutter contre le mal et renforcer les défenses de la communauté. Les fumigations à base de plantes antiseptiques avaient une efficacité réelle contre les miasmes qui propageaient les maladies. Les prières et les invocations aidaient les gens à surmonter leur angoisse et à retrouver l'espoir nécessaire pour guérir. Les gestes symboliques créaient un sentiment d'unité et de solidarité qui renforçait la cohésion sociale face aux épreuves.
Cette vision rationnelle et humaniste de traditions apparemment superstitieuses révélait la profondeur de la réflexion de Madeleine. Elle avait su préserver l'héritage de ses ancêtres en l'adaptant aux exigences de son époque et en l'enrichissant de ses propres observations. Son approche était celle d'une véritable savante, même si elle n'avait jamais fréquenté d'école ni d'université. Ainsi s'écoulaient les journées dans la maison perchée sur la colline, rythmées par les tâches quotidiennes, l'apprentissage constant et les visites des habitants du village qui venaient chercher aide et conseils. Cette existence, bien que simple en apparence, était riche de sens et d'humanité. Madeleine et Étienne formaient un duo soudé, par l'affection mutuelle et la transmission d'un savoir précieux, unis dans un projet commun de service à la communauté. Mais cet équilibre fragile allait bientôt être mis à l'épreuve par des événements qui dépasseraient la capacité d'adaptation de Madeleine et révéleraient des aspects cachés de sa personnalité que même Étienne ne soupçonnait pas. L'hiver 1810 apporterait avec lui des défis qui pousseraient la vieille femme dans ses derniers retranchements et l'amèneraient à prendre des décisions qui changeraient à jamais le destin de son petit-fils et l'histoire de Le Haut-Vernay. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. Février 1810 s'annonçait comme le mois le plus rigoureux que le Haut-Vernay ait connu depuis une génération. La neige, tombée sans discontinuer depuis la mi-janvier, avait formé une couche de plus de 2 mètres qui isolait complètement le village du monde extérieur. Les chemins étaient impraticables, même pour les plus robustes des mulets, et les habitants se trouvaient contraints de puiser dans leurs réserves alimentaires avec une angoisse croissante. Dans la maison de Madeleine Kardec, la situation était moins dramatique que dans la plupart des foyers du village. La vieille femme avait eu la sagesse de constituer des provisions importantes dès l'automne, pressentant que l'hiver serait particulièrement difficile. Ces caves abritaient des sacs de céréales, des jarres d'huile d'olive, des tonneaux de légumes conservés dans la saumure et surtout des centaines de sachets de plantes séchées qui pouvaient servir d'aliments de complément. Ces 5 chèvres, abritées dans l'étable attenante à la maison, continuait de donner un lait riche qui permettait de fabriquer des fromages nourrissants. Mais au-delà des considérations matérielles, c'était l'atmosphère générale du village qui préoccupait Madeleine. Elle percevait dans les regards des habitants une inquiétude qui dépassait les simples difficultés hivernales. Les visites à sa maison se multipliaient, mais les consultations prenaient un tour différent de l'habituel. Les gens ne venaient plus seulement pour soigner des maux physiques. Ils cherchaient des explications à ce qui leur paraissait être une succession anormale de malheurs. La première à exprimer ouvertement ses inquiétudes fut Marguerite Bertrand, une femme de 40 ans, mère de 4 enfants, qui gravit péniblement le sentier enneigé par un matin de février particulièrement glacial. Elle arriva chez Madeleine, le visage livide, tremblant non seulement de froid, mais aussi d'une angoisse profonde qui altérait ses traits habituellement sereins. « Madeleine », dit-elle en s'effondrant sur la chaise que la guérisseuse lui désignait près de la cheminée, « il faut que je vous parle. Il se passe des choses étranges au village, des choses qui ne sont pas naturelles. » Madeleine, qui préparait une décoction de tilleul et de camomille pour réchauffer sa visiteuse, l'écouta exposer ses inquiétudes avec l'attention bienveillante qu'elle réservait à tous ceux qui venaient chercher son aide. Marguerite raconta que depuis le début de l'hiver, elle avait observé des phénomènes troublants, des animaux domestiques qui mouraient sans raison apparente, des provisions qui se gâtaient prématurément malgré le froid, des enfants pris de cauchemars récurrents qui les réveillaient en pleurant et en parlant de l'ombre noire qui rôde dans le village. « Mon petit Paul », continua Marguerite en serrant convulsivement ses mains autour du bol de tisane chaude. « Il n'a que 6 ans, mais il me dit des choses qui me glacent le sang. Hier soir, il m'a demandé pourquoi la dame en noir venait le regarder dormir la nuit. Quand je lui ai demandé de quelle dame il parlait, il m'a dit qu'elle était très vieille, qu'elle avait les yeux brillants comme des étoiles et qu'elle lui murmurait des mots qu'il ne comprenait pas. » Madeleine écoutait sans rien dire, mais Étienne, qui jouait silencieusement dans un coin de la cuisine, avait relevé la tête et observé les 2 femmes avec une attention inhabituelle.
L'enfant avait développé une sensibilité particulière aux émotions des adultes, et il percevait clairement la détresse de Marguerite, ainsi que la tension qui s'était installée dans l'atmosphère de la pièce. Marguerite poursuivit son récit en énumérant d'autres incidents troublants. La vache de Pierre Moulin, qui s'était éteinte du jour au lendemain sans symptômes de maladie, les poules de la veuve Moreau, qui avaient cessé de pondre simultanément, les réserves de pommes de terre de la famille Girard, qui avaient noirci en quelques jours, comme si elles avaient été touchées par le gel, alors qu'elles étaient stockées dans une cave parfaitement protégée. Et puis, ajouta-t-elle d'une voix qui n'était plus qu'un murmure, il y a cette odeur, une odeur de terre fraîchement remuée qui flotte parfois dans les rues du village, même quand tout est gelé. Une odeur qui rappelle celle des cimetières au printemps quand on creuse de nouvelles fosses. Madeleine termina de préparer sa tisane avant de répondre. Elle connaissait bien Marguerite Bertrand, une femme sensée et équilibrée qui n'était pas portée aux superstitions. Si elle venait exprimer de telles inquiétudes, c'est qu'elle avait de bonnes raisons de s'alarmer. Mais en même temps, l'expérience de Madeleine lui avait appris que les périodes de stress collectif pouvaient amplifier des phénomènes parfaitement naturels et leur donner une dimension dramatique qu'ils n'avaient pas en réalité. « Marguerite, répondit-elle d'une voix calme et rassurante, vous savez que les hivers rigoureux peuvent expliquer beaucoup de ces phénomènes. Les animaux affaiblis par le froid et le manque de nourriture variée deviennent plus vulnérables aux maladies. Les provisions mal conservées se détériorent plus vite quand l'humidité s'infiltre dans les caves, et les enfants, sensibles aux inquiétudes de leurs parents, font souvent des cauchemars qui reflètent l'angoisse générale. » Mais Marguerite secoua la tête avec obstination. « Non, Madeleine, ce n'est pas seulement cela, il y a autre chose, une atmosphère maléfique, comme si quelque chose pesait sur notre village, comme si nous étions maudits. » Ce dernier mot résonna étrangement dans la cuisine silencieuse. Étienne avait cessé de jouer et regardait fixement sa grand-mère, cherchant dans son expression une indication sur la gravité de la situation. Madeleine, elle, réfléchissait rapidement. Elle connaissait l'histoire de la région et savait que les habitants des montagnes avaient gardé, malgré la christianisation, une sensibilité particulière aux forces obscures qu'ils imaginaient tapies dans les forêts et les sommets. En période de crise, ces peurs ancestrales ressurgissaient facilement et pouvaient provoquer des paniques collectives aux conséquences imprévisibles. « Marguerite, reprit-elle avec fermeté, je vais examiner la situation et voir ce que je peux faire pour vous aider. En attendant, continuez à donner à votre petit Paul la tisane de mélisse que je vous ai préparée la semaine dernière. Elle l'aidera à mieux dormir et à chasser les mauvais rêves. Et surtout, évitez de parler de ces choses devant les enfants. Ils sont très impressionnables et peuvent transformer en terreur nocturne des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être. » Après le départ de Marguerite, Madeleine resta longuement pensive devant la cheminée. Elle comprenait que les événements décrits par sa visiteuse pouvaient avoir des causes parfaitement rationnelles, mais elle savait aussi que la perception collective de ces phénomènes pouvait créer une dynamique dangereuse. Si les habitants du village commençaient à croire réellement qu'ils étaient victimes d'une malédiction, leur angoisse pouvait déclencher des comportements irrationnels et même des violences dirigées contre des boucs émissaires. Dans les jours qui suivirent, d'autres habitants vinrent consulter Madeleine en exprimant des préoccupations similaires. Jean-Baptiste Faravel, le forgeron du village, raconta que ses outils se brisaient de manière inexplicable, comme si le métal était devenu fragile du jour au lendemain. La veuve Chastellan affirma que son chat, d'ordinaire si affectueux, la fuyait et passait ses nuits à miauler lamentablement devant la porte, comme s'il voulait fuir quelque danger invisible. Le plus troublant fut le témoignage d'Antonin Garcin, un homme de 60 ans, ancien berger, qui avait passé sa vie dans la montagne et connaissait tous les secrets de la région. Il vint voir Madeleine par une soirée de vent violent, le visage grave et les yeux inquiets. « Madeleine, lui dit-il sans préambule, j'ai vu des choses dans la forêt qui me font peur. Et pourtant, vous savez que je ne suis pas homme à m'effrayer pour rien. » Antonin raconta qu'il était sorti malgré la neige
pour vérifier l'état de son petit troupeau de moutons qu'il avait mis à l'abri dans une bergerie située à la lisière de la forêt. En chemin, il avait découvert dans la neige des traces étranges, non pas des empreintes d'animaux connus, mais des marques circulaires régulièrement espacées, comme si quelqu'un avait tracé des cercles parfaits en enfonçant un bâton dans la neige. Ces traces, continua-t-il, elles formaient comme un chemin qui montait vers la chapelle Saint-Roch, vous savez, celle qui est abandonnée depuis 20 ans sur le versant nord. J'ai suivi les marques jusqu'au sommet, et là, devant la chapelle, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Il s'interrompit, visiblement troublé par son souvenir, avant de reprendre. La neige avait été balayée sur un grand cercle, et au centre, il y avait des cendres encore tièdes, avec des fragments d'os que j'ai bien reconnus. C'étaient des os de corbeaux. Quelqu'un avait fait un feu et brûlé des corbeaux morts devant cette chapelle abandonnée, en plein hiver, par une nuit de tempête. Cette révélation troubla profondément Madeleine. La chapelle Saint-Roch était un petit oratoire construit au XVIe siècle pour protéger le village des épidémies de peste. Mais elle avait été abandonnée après que la foudre eut endommagé sa toiture, et depuis, les habitants évitaient de s'y rendre, prétendant qu'elle était hantée par les âmes des pestiférés qui y avaient été amenés pour mourir loin du village. Le fait que quelqu'un utilise ce lieu pour accomplir des rituels impliquant des ossements d'animaux était extrêmement préoccupant. Cela pouvait signifier que des individus tentaient d'exploiter les peurs superstitieuses des habitants pour semer la panique. Ou pire, que quelqu'un pratiquait réellement des rites magiques en espérant obtenir des pouvoirs surnaturels. « Antonin » demanda Madeleine. « Avez-vous parlé de cette découverte à d'autres personnes ?»« Non » répondit le vieil homme. « Je ne suis venu qu'à vous, mais je pense qu'il faut prévenir l'abbé Ferrand et peut-être même le maire. » Madeleine réfléchit rapidement. Si l'information se répandait dans le village, elle risquait de déclencher une panique générale. Les habitants, déjà inquiets par les phénomènes étranges qu'ils avaient observés, pourraient interpréter cette découverte comme la confirmation de leurs pires craintes et adopter des comportements irrationnels. « Antonin, dit-elle finalement, laissez-moi d'abord examiner moi-même cette chapelle. J'ai peut-être une explication à ce que vous avez trouvé. En attendant, ne parlez de cela à personne d'autre. Si vraiment quelqu'un cherche à nuire au village en pratiquant des activités suspectes, il vaut mieux ne pas l'alerter en répandant la nouvelle de votre découverte. » Le lendemain matin, malgré le froid intense et la neige qui continuait de tomber, Madeleine décida de se rendre à la chapelle Saint-Roch. Elle expliqua à Étienne qu'elle devait aller cueillir des plantes spéciales qui ne poussaient que dans cette partie de la montagne. Une explication que l'enfant accepta sans question, tant il était habitué aux expéditions botaniques de sa grand-mère. La montée vers la chapelle fut éprouvante. La neige atteignait parfois la taille de Madeleine et elle dut s'arrêter plusieurs fois pour reprendre son souffle. Mais sa détermination était totale. Elle devait comprendre ce qui se passait réellement pour pouvoir aider efficacement les habitants du village. Quand elle atteignit finalement la chapelle, elle découvrit exactement ce qu'Antonin avait décrit. La neige avait été balayée sur un cercle parfait d'environ 3 mètres de diamètre, et au centre, un tas de cendres refroidies contenait effectivement des fragments d'os calcinés. Mais l'examen attentif de ces restes lui révéla des détails qu'Antonin n'avait pas remarqués. Les os n'étaient pas seulement des ossements de corbeaux, il y avait aussi des restes de petits mammifères, probablement des mulots ou des campagnols, et surtout des fragments qui ressemblaient à des os humains, mais en trop petite quantité et trop abîmés par le feu pour qu'elle puisse en être certaine. Autour du cercle de cendres, elle découvrit des traces de pas, partiellement effacées par la neige récente, mais suffisamment visibles pour révéler qu'au moins 2 personnes avaient participé à cette cérémonie. Plus troublante encore, elle trouva gravés dans la pierre de la chapelle des symboles qu'elle reconnut, des signes utilisés dans certaines traditions magiques populaires, mélange de christianisme dévoyé et de superstitions païennes. Ces marques avaient été tracées récemment, à en juger par la fraîcheur des éclats de pierre.
L'ensemble de ces indices révélait que quelqu'un, ou plutôt plusieurs personnes, utilisaient effectivement ce lieu isolé pour pratiquer des rituels qui mêlaient des éléments de sorcellerie traditionnelle à des pratiques plus sombres, impliquant l'utilisation d'ossements d'origine douteuse. Madeleine comprenait maintenant que les phénomènes étranges observés dans le village n'étaient peut-être pas tous dus au hasard ou aux rigueurs de l'hiver. En redescendant vers le village, elle réfléchit intensément à la situation. Si réellement des individus pratiquaient des maléfices contre les habitants de Le Haut-Vernay, ils utilisaient probablement des méthodes qu'elle connaissait: empoisonnement discret des animaux avec des plantes toxiques, contamination des réserves alimentaires, utilisation de substances psychotropes pour provoquer des hallucinations chez les enfants. Ces techniques, transmises de génération en génération dans certaines familles qui avaient conservé les aspects les plus sombres des anciennes traditions, pouvaient effectivement expliquer la plupart des phénomènes rapportés. Mais qui pouvait avoir intérêt à nuire ainsi aux habitants du village? Et surtout, comment lutter contre des pratiques aussi sournoises sans créer de panique générale? Madeleine savait qu'elle se trouvait face à un défi qui dépassait ses compétences habituelles de guérisseuse. Il ne s'agissait plus seulement de soigner des maux physiques, mais de protéger toute une communauté contre des ennemis invisibles qui agissaient dans l'ombre. De retour chez elle, elle trouva Étienne qui l'attendait avec une anxiété inhabituelle. L'enfant avait passé la journée seul, ce qui n'était pas exceptionnel, mais il semblait plus nerveux que d'habitude. « Grand-mère, » lui dit-il dès qu'elle eut franchi le seuil, « il y a eu des gens qui sont venus pendant votre absence. Ils ont frappé à la porte et ont demandé si vous étiez là. Quand j'ai dit que vous étiez sorti, ils ont voulu savoir où vous étiez allé et quand vous reviendriez. » Madeleine sentit un frisson d'inquiétude la parcourir. « As-tu reconnu ces personnes, Étienne ?»« Non, » répondit l'enfant. « C'étaient des gens que je n'avais jamais vus. 2 hommes et une femme. La femme était très vieille, avec des cheveux blancs et des yeux bizarres. Elle m'a regardé d'une façon qui m'a fait peur, comme si elle voulait me faire du mal. Et l'un des hommes avait une cicatrice sur le visage, une grande marque rouge qui partait de son œil jusqu'à sa bouche. » Cette description alarma Madeleine. Elle ne connaissait personne répondant à ce signalement dans la région, ce qui signifiait que ces visiteurs venaient d'ailleurs. Le fait qu'ils s'intéressent spécifiquement à ces allées et venues était particulièrement inquiétant dans le contexte des événements récents. Qu'ont-ils dit d'autre, Étienne? La vieille femme a voulu entrer dans la maison. Elle a dit qu'elle était une cousine éloignée et qu'elle voulait vous voir pour une affaire importante. Mais j'ai refusé de la laisser entrer, comme vous me l'avez toujours enseigné. Alors, elle s'est fâchée et elle a dit des mots méchants dans une langue que je ne connaissais pas. Et puis, ils sont repartis, mais l'homme à la cicatrice a dit qu'il reviendrait. Madeleine prit son petit-fils dans ses bras et le serra contre elle avec une tendresse inhabituelle. Elle comprenait que la situation était en train de devenir dangereuse et que des forces hostiles s'intéressaient à elle pour des raisons qu'elle ne saisissait pas encore clairement. Il fallait qu'elle prenne des mesures pour protéger Étienne et elle-même, mais aussi pour aider les habitants du village qui comptaient sur elle. Cette nuit-là, elle ne dormit pratiquement pas, réfléchissant aux différentes hypothèses qui pouvaient expliquer la situation. Peut-être s'agissait-il d'une bande d'escrocs qui exploitaient les superstitions locales pour s'enrichir en vendant de faux remèdes ou de fausses protections contre la malédiction qu'ils avaient eux-mêmes créée. Peut-être était-ce plus grave, des individus qui pratiquaient réellement une forme de sorcellerie et qui voyaient en elle une rivale à éliminer. Dans tous les cas, elle devait agir rapidement et intelligemment. Sa réputation et son influence dans le village lui donnaient une responsabilité particulière. Les habitants attendaient d'elle qu'elle trouve une solution à leurs problèmes, et elle ne pouvait pas les décevoir. Mais elle devait aussi protéger Étienne, qui était devenu malgré lui une cible potentielle dans cette affaire mystérieuse. Au matin, sa décision était prise. Elle allait utiliser toutes ses connaissances et tous ses moyens pour découvrir l'identité de ses ennemis invisibles et neutraliser leur action. Et si cela nécessitait d'employer contre eux les mêmes armes qu'ils utilisaient contre le village,
elle n'hésiterait pas. Car après tout, elle aussi connaissait les secrets des anciennes traditions, y compris leurs aspects les plus sombres et les plus redoutables. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. La 3e semaine de février apporta avec elle un phénomène que les plus anciens habitants de Le Haut-Vernay n'avaient jamais observé. Une fonte brutale et inexplicable de la neige. En l'espace de 2 jours, la couche de plus de 2 mètres qui isolait le village depuis des semaines se transforma en torrent boueux qui dévalait les pentes avec une violence inhabituelle. Les chemins redevinrent praticables, mais cette libération soudaine n'apporta pas le soulagement espéré. Au contraire, elle révéla des découvertes qui allaient bouleverser à jamais la tranquillité de la petite communauté montagnarde. C'est Pierre Moulin, le fermier qui avait perdu sa vache dans des circonstances mystérieuses, qui fit la première découverte macabre. En descendant vers la rivière pour vérifier l'état de ses clôtures endommagées par les eaux de fonte, il aperçut dans un ravin habituellement sec un amas d'objets que la neige fondue avait mis au jour. En s'approchant, il découvrit avec horreur qu'il s'agissait d'ossements humains mélangés à des fragments de tissu et à des objets personnels. Un peigne en corne, des boutons de métal, des débris de chaussures. Affolé, Pierre courut alerter le maire, Auguste Blanchet, un homme de 50 ans qui dirigeait la commune avec sagesse depuis une quinzaine d'années. Ensemble, ils retournèrent sur les lieux et confirmèrent la sinistre découverte. Les ossements étaient nombreux et semblaient appartenir à plusieurs individus d'âges différents. Certains présentaient des marques troublantes, des entailles qui suggéraient l'utilisation d'instruments tranchants, des traces de combustion partielle, des signes de démembrement qui ne pouvaient pas être expliqués par la décomposition naturelle. Le maire décida immédiatement de faire appel à Madeleine Kardec. En tant que personne la plus instruite du village et celle qui connaissait le mieux l'anatomie humaine grâce à ses activités de guérisseuse, elle était la mieux placée pour examiner ces restes et donner un avis éclairé sur leur origine et leur ancienneté. Quand Madeleine arriva sur les lieux, accompagnée d'Étienne qu'elle n'osait plus laisser seule à la maison, elle comprit immédiatement qu'elle se trouvait face à quelque chose qui dépassait ses pires appréhensions. L'examen des ossements lui révéla des détails que les autres n'avaient pas remarqués. Certains os portaient des marques de dents humaines, d'autres avaient été brisés de manière méthodique pour en extraire la moelle, et surtout, la disposition des restes suggérait qu'ils avaient été enterrés à plusieurs reprises, puis déterrés pour être utilisés dans des rituels. Mais la découverte la plus troublante fut celle d'un petit crâne qui ne pouvait appartenir qu'à un enfant de 7 ou 8 ans. Ce crâne présentait une fracture nette à la base, comme si la mort avait été provoquée par un coup violent porté avec précision. Autour de cette blessure mortelle, des traces de substances résineuses suggéraient qu'on avait tenté de conserver la tête après l'avoir séparée du corps. Madeleine sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle venait de comprendre qu'elle se trouvait face au reste de victimes de sacrifices humains, et que les rituels qu'elle avait découverts à la chapelle Saint-Roch n'étaient que la partie visible d'activités beaucoup plus sombres qui se déroulaient dans la région depuis probablement des années. « Monsieur le maire, dit-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de maintenir calme, il faut faire évacuer tous les habitants du lieu et interdire l'accès à cette zone. Ce que nous avons trouvé ici suggère que des crimes atroces ont été commis, et il est possible que les coupables soient encore dans les environs. » Auguste Blanchet, homme pragmatique mais peu familier avec de telles horreurs, se tourna vers elle avec une expression d'incompréhension mêlée d'effroi. « Madeleine, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Qui pourrait avoir fait une chose pareille ?» Avant qu'elle puisse répondre, une voix s'éleva derrière eux. « Moi, je peux vous l'expliquer. » Tous se retournèrent et découvrirent une femme d'âge moyen qui se tenait à quelques mètres d'eux, comme surgie de nulle part. Elle était vêtue d'une longue robe noire et portait un châle sombre qui dissimulait en partie son visage. Mais ce qui frappa immédiatement Madeleine, c'est qu'elle reconnut cette femme. C'était Brigitte Reynard, qu'elle avait connue 30 ans plus tôt, quand elles étaient toutes deux des jeunes filles vivant dans des villages voisins.
Brigitte avait été, à l'époque, l'apprentie d'une guérisseuse réputée pour pratiquer une forme de médecine traditionnelle, beaucoup plus radicale que celle de Madeleine. Quand sa maîtresse était morte dans des circonstances mystérieuses, Brigitte avait quitté la région en emportant avec elle les secrets les plus sombres de cette tradition. Madeleine n'avait plus entendu parler d'elle depuis lors, mais les rumeurs rapportaient qu'elle s'était installée dans les montagnes du Queyras, où elle pratiquait des rituels qui mêlaient la guérison aux malédictions. « Brigitte !» murmura Madeleine, sentant une angoisse profonde l'envahir. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La femme en noir s'avança avec un sourire qui glaça le sang de tous les présents. Ses yeux, d'un bleu délavé presque blanc, brillaient d'une lueur inquiétante, et son visage, marqué par les années et les épreuves, exprimait une dureté impitoyable. « Je suis venu récupérer ce qui m'appartient, Madeleine. Ces ossements font partie d'une collection que j'ai constituée patiemment au fil des années. Ils représentent un pouvoir que tu ne peux pas comprendre, toi qui t'es contenté de jouer à la gentille guérisseuse en refusant d'explorer les vraies possibilités de notre art. » Le maire et Pierre Moulin regardaient cette confrontation sans comprendre, mais ils sentaient instinctivement qu'ils assistaient à quelque chose de dangereux qui les dépassait. Étienne, lui, s'était instinctivement rapproché de sa grand-mère et serrait convulsivement sa main. Madeleine comprit soudain toute l'ampleur de la situation. Brigitte Reynard était revenue dans la région pour une raison précise, et les phénomènes étranges qui troublaient le village depuis des semaines étaient son œuvre. Mais elle comprit aussi autre chose de beaucoup plus terrifiant. Si Brigitte était là, c'est qu'elle avait besoin de quelque chose que seule Madeleine pouvait lui fournir. « Qu'est-ce que tu veux réellement, Brigitte ?» demanda-t-elle d'une voix ferme, malgré la peur qui l'étreignait. « Je veux que tu me donnes l'enfant, » répondit Brigitte en désignant Étienne d'un geste du doigt. « Il possède le don, je l'ai senti dès que j'ai mis les pieds dans ce village. Avec son sang et ses os, je pourrai terminer le grand œuvre que j'ai commencé il y a 20 ans. Cet enfant me permettra d'acquérir un pouvoir que ni toi ni aucune autre guérisseuse n'avait jamais possédé. » Le silence qui suivit cette déclaration fut terrible. Madeleine sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Elle comprenait maintenant que tous les événements des dernières semaines n'avaient été qu'une mise en scène pour l'amener à ce moment précis, à ce choix impossible entre sa propre vie et celle de son petit-fils. Car elle savait que Brigitte ne plaisantait pas. Les ossements qu'il venait de découvrir témoignaient de sa détermination à aller jusqu'au bout de ses projets monstrueux. Et elle savait aussi que, malgré toutes ses connaissances, elle ne possédait pas les moyens de lutter efficacement contre quelqu'un qui avait franchi la ligne rouge en pratiquant des sacrifices humains. « Jamais !» articula-t-elle finalement d'une voix blanche. « Jamais je ne te livrerai cet enfant. » Brigitte éclata d'un rire strident qui résonna sinistrement dans le ravin. « Tu n'as pas le choix, Madeleine. J'ai empoisonné le puits principal du village avec une substance que toi seul peux neutraliser, mais dont moi seul possède l'antidote. Si tu ne me donnes pas l'enfant avant le coucher du soleil, tous les habitants de Le Haut-Vernay mourront dans d'atroces souffrances avant la fin de la semaine. » Cette révélation stupéfia Madeleine. Elle comprit soudain pourquoi les animaux domestiques avaient commencé à mourir, pourquoi les provisions se gâtaient prématurément, pourquoi les enfants faisaient des cauchemars. Brigitte avait systématiquement contaminé les sources d'approvisionnement en eau du village avec un poison à action lente qui affaiblissait progressivement les organismes avant de les tuer. « Prouve-le !» dit Madeleine d'une voix tremblante. Brigitte sortit de sous sa robe une petite fiole de verre contenant un liquide verdâtre. « Ceci est l'antidote. Une seule goutte suffit à neutraliser le poison pour une personne. Cette fiole en contient assez pour sauver tout le village. Mais si tu refuses de me donner l'enfant, je la briserai et tous ces gens innocents paieront pour ton obstination. » Le maire et Pierre Moulin, qui avaient suivi cette conversation avec une horreur croissante, comprenaient maintenant qu'ils se trouvaient pris dans un chantage monstrueux. Auguste Blanchet, en tant que responsable de la communauté, sentait le poids de 200 vies peser sur ses épaules. « Madeleine, dit-il d'une voix suppliante, s'il y a vraiment un danger pour tous les habitants,
Il faut que nous trouvions une solution. Peut-être que cette femme peut être raisonnée, peut-être qu'elle accepterait autre chose en échange. Mais Brigitte coupa court à ses espoirs. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Cet enfant possède une pureté et un don particulier qui sont indispensables à mon rituel. Son sacrifice me permettra d'accéder à un niveau de pouvoir qui me rendra maîtresse de la vie et de la mort. C'est mon destin, et rien ne m'empêchera de l'accomplir. Madeleine regardait Étienne, qui levait vers elle ses grands yeux bruns pleins de confiance et d'innocence. L'enfant ne comprenait pas tous les détails de la conversation, mais il sentait que sa grand-mère traversait une épreuve terrible, et il cherchait dans son regard une assurance qu'elle ne pouvait pas lui donner. Soudain, une idée germa dans l'esprit de Madeleine. Une idée terrible, mais qui représentait peut-être la seule chance de sauver à la fois Étienne et les habitants du village. Elle connaissait, elle aussi, les secrets les plus sombres des anciennes traditions. Son grimoire familial contenait des recettes qu'elle n'avait jamais utilisées, des formules qu'elle avait apprises, mais qu'elle s'était toujours refusée à mettre en pratique. Mais dans une situation aussi désespérée, elle était peut-être obligée de renoncer à ses principes pour protéger ceux qu'elle aimait. « Brigitte, dit-elle lentement, et si je te proposais un marché différent? Tu dis que tu veux acquérir un pouvoir absolu sur la vie et la mort. Mais pour cela, tu n'as pas besoin de sacrifier un enfant innocent. Il existe d'autres moyens, plus efficaces et moins barbares. » Les yeux de Brigitte s'illuminèrent d'une lueur d'intérêt. « Que veux-tu dire ? » ?»« Je veux dire que moi aussi j'ai étudié les textes anciens. Moi aussi je connais les secrets du grand œuvre. Et je peux te proposer quelque chose de plus précieux que le sang d'un enfant. Ma propre essence vitale, volontairement offerte, multipliée par 40 années d'expérience et de sagesse accumulée. » Cette proposition inattendue sembla troubler Brigitte. Elle savait que l'essence vitale d'une guérisseuse expérimentée pouvait effectivement avoir plus de valeur que celle d'un enfant, même doué. Mais elle soupçonnait aussi un piège. « Et en échange ?» demanda-t-elle avec méfiance. « En échange, tu donnes l'antidote pour sauver le village et tu laisses partir l'enfant sans lui faire de mal. Le rituel se déroule entre nous deux et nous assumons seuls les conséquences de nos choix. » Brigitte réfléchit longuement. Elle évaluait les avantages et les risques de cette proposition alternative. D'un côté, elle perdait la pureté particulière que représentait l'enfant. De l'autre, elle gagnait l'expérience et la puissance accumulées par Madeleine au fil des décennies. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais le rituel se déroulera selon mes conditions, à l'endroit que je choisirai et avec les méthodes que j'ai mises au point. Et si tu tentes de me tromper ou de me trahir, l'enfant mourra de toute façon. » Madeleine acquiesça, sachant qu'elle venait de signer son arrêt de mort. Mais elle savait aussi qu'elle avait peut-être trouvé le moyen de sauver Étienne et les habitants du village, même au prix de sa propre vie. Ce qu'elle ne révéla à personne, c'est qu'elle avait une dernière carte à jouer, une carte terrible qui exigerait d'elle un sacrifice encore plus grand que sa propre mort. Car dans le grimoire de sa famille, il existait une recette particulière, un rituel ultime qui permettait de retourner contre un sorcier maléfique les forces obscures qu'il tentait de manipuler. Mais ce rituel exigeait que celui qui l'accomplissait sacrifie non seulement sa propre vie, mais aussi celle de la personne qui lui était la plus chère au monde. Et pour Madeleine, cette personne était Étienne. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton merci en forme de cœur afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. La nuit du 25 février 1810 resterait à jamais gravée dans la mémoire collective de Le Haut-Vernay comme la nuit où l'innocence du village bascula définitivement dans l'horreur. Madeleine Kardec, après avoir donné l'antidote salvateur aux habitants terrorisés, s'était résignée à honorer sa part du pacte monstrueux conclu avec Brigitte Reynard. Mais ce que personne ne soupçonnait, pas même Étienne, c'est que la vieille guérisseuse avait conçu un plan désespéré qui nécessiterait d'elle le plus grand des sacrifices. Le rendez-vous était fixé à minuit dans la chapelle Saint-Roch, ce lieu isolé où Brigitte avait déjà accompli ses rituels préparatoires. Madeleine avait demandé comme dernière grâce de pouvoir emmener Étienne avec elle,
prétextant qu'elle voulait lui transmettre ses ultimes connaissances avant de mourir. Brigitte avait accepté, pensant que la présence de l'enfant renforcerait l'emprise psychologique qu'elle exerçait sur sa victime. Dans les heures qui précédèrent ce rendez-vous fatal, Madeleine prépara minutieusement ce qui allait être son dernier acte sur cette terre. Elle sortit de sa cachette secrète, dissimulée sous une lame du plancher de sa chambre, un petit livre relié de cuir noir que même Étienne n'avait jamais vu. Ce grimoire, hérité de son arrière-grand-mère Célestine, contenait les formules les plus dangereuses et les plus interdites de la tradition familiale. Des recettes que les femmes de sa lignée s'étaient transmises en espérant ne jamais avoir à les utiliser. Parmi ces formules terrifiantes, il en existait une particulièrement redoutable, appelée le retournement suprême. Ce rituel permettait de renvoyer contre un sorcier maléfique toute la puissance occulte qu'il avait accumulée, mais au prix d'un sacrifice si atroce que les ancêtres de Madeleine avaient hésité à le consigner par écrit. Pour accomplir ce retournement, il fallait que l'officiant offre aux forces obscures la vie de la personne qui lui était la plus précieuse au monde, en accomplissant lui-même ce sacrifice de ses propres mains. Madeleine savait qu'en tuant Étienne, selon le rituel prescrit, elle détruirait Brigitte Reynard et libérerait définitivement le village de sa menace. Mais elle savait aussi qu'elle condamnerait son âme à des tourments éternels et qu'elle devrait vivre avec le poids de cet infanticide jusqu'à sa propre mort. C'était un choix impossible, mais dans la logique implacable de la situation, c'était le seul moyen de sauver les 200 innocents de Le Haut-Vernay. Vers 11 heures du soir, Madeleine et Étienne quittèrent discrètement leur maison pour gravir le sentier qui menait à la chapelle. L'enfant, habillé de ses plus beaux vêtements sur la demande de sa grand-mère, portait un petit sac contenant ce qu'elle lui avait dit être des offrandes pour le rituel, des herbes rares, des pierres précieuses et un couteau aux manches d'ivoire sculpté que lui avait légué son arrière-grand-mère. En réalité, ce couteau était l'instrument sacré que les femmes de la famille utilisaient depuis des générations pour accomplir les rituels les plus solennels. Sa lame, forgée dans un acier spécial et consacrée selon des rites ancestraux, était réputée capable de trancher les liens entre le monde visible et le monde invisible. C'est avec cette arme que Madeleine allait devoir accomplir l'irréparable. Pendant la montée, elle s'efforça de graver dans sa mémoire chaque détail de cette dernière promenade avec Étienne. L'enfant, inquiet mais confiant, marchait à côté d'elle en lui posant des questions sur le rituel qu'ils allaient accomplir. Madeleine lui répondait avec une tendresse douloureuse, sachant que chaque mot échangé était peut-être le dernier. « Grand-mère » demanda Étienne, alors qu'ils approchèrent de la chapelle. « Est-ce que vous allez vraiment mourir ce soir ?» Madeleine s'arrêta et prit l'enfant dans ses bras, le serrant contre elle avec une intensité désespérée. « Mon petit Étienne » murmura-t-elle. Parfois, les adultes doivent faire des choses très difficiles pour protéger ceux qu'ils aiment. Ce soir, grand-mère va accomplir quelque chose de très important, quelque chose qui protégera pour toujours notre village et tous les gens qui y vivent. Mais je ne veux pas que vous mouriez, sanglota l'enfant. Je veux rester avec vous toujours. Ces mots brisèrent le cœur de Madeleine, mais ils renforcèrent aussi sa détermination. Si elle devait commettre l'irréparable, ce serait pour offrir à tous les autres enfants du village la chance de grandir en sécurité, loin des menaces que représentait Brigitte Reynard. Quand ils atteignirent la chapelle, ils trouvèrent Brigitte qui les attendait dans un décor terrifiant. Elle avait disposé autour de l'autel de pierre une série de cercles concentriques tracés avec une poudre rougeâtre qui dégageait une odeur âcre. Des chandelles noires brûlaient aux quatre coins de l'édifice, projetant des ombres dansantes sur les murs décrépits. Au centre du dispositif, un brasero contenait un feu qui ne produisait aucune fumée, mais répandait une lueur verdâtre inquiétante. « Enfin, » dit Brigitte avec un sourire cruel, « je commençais à craindre que tu aies changé d'avis. » Madeleine s'avança avec Étienne, s'efforçant de maîtriser le tremblement de ses mains. « Je respecte toujours mes engagements, Brigitte. Commençons ce rituel pour en finir. »
Brigitte examina attentivement les objets qu'Étienne portait dans son sac, s'attardant particulièrement sur le couteau d'ivoire. « Excellente idée d'avoir apporté une lame consacrée », commenta-t-elle. « Cela renforcera l'efficacité du sacrifice. » Puis elle commença à expliquer le déroulement de la cérémonie. Selon ses instructions, Madeleine devait d'abord boire une potion qui affaiblirait ses défenses mentales et rendrait son essence vitale plus accessible. Ensuite, elle devrait s'allonger sur l'autel de pierre et laisser Brigitte accomplir les gestes rituels qui transféreraient son pouvoir de guérisseuse vers la sorcière maléfique. « Et l'enfant » demanda Madeleine en désignant Étienne. « L'enfant assistera à la cérémonie pour témoigner de ton sacrifice, » répondit Brigitte. « Son innocence amplifiera la puissance du rituel. Et quand tout sera terminé, je le laisserai repartir, comme convenu. » Madeleine savait que c'était un mensonge. Brigitte n'avait aucune intention de laisser Étienne en vie après avoir été témoin de telles horreurs. Mais elle fit semblant d'accepter cette explication et se dirigea vers l'autel pour commencer le rituel. C'est à ce moment précis qu'elle mit son plan en action. Profitant d'un instant où Brigitte lui tournait le dos pour alimenter le brasero, Madeleine saisit le couteau d'ivoire et, dans un geste d'une rapidité foudroyante, trancha la gorge d'Étienne. L'enfant s'effondra sans un cri, le sang jaillissant de sa blessure béante et se répandant sur les dalles de pierre de la chapelle. Brigitte se retourna, alertée par le bruit de la chute, et découvrit avec stupéfaction la scène qui venait de se dérouler. « Qu'est-ce que tu fais ?» hurla-t-elle. Mais déjà Madeleine récitait d'une voix puissante les formules du retournement suprême, les mots terribles que ses ancêtres avaient transmis pour les situations les plus désespérées. Le sang d'Étienne, en se mêlant au cercle tracé au sol, créa des réactions chimiques spectaculaires. Les poudres rougeâtres se mirent à flamboyer avec des couleurs surnaturelles, et l'air de la chapelle se chargea d'une électricité palpable. Brigitte comprit trop tard qu'elle était tombée dans un piège mortel. Les forces occultes qu'elle avait passé des années à accumuler se retournèrent brutalement contre elle, amplifiées par le sacrifice volontaire que Madeleine venait d'accomplir. Son corps fut pris de convulsions terribles, ses cheveux blanchirent instantanément, et ses yeux se voilèrent d'une cataracte laiteuse. Elle tentait de réciter des contre-formules, mais sa voix se brisait dans sa gorge comme si une main invisible l'étranglait. Madeleine, elle, continuait à psalmodier les incantations ancestrales, tenant dans ses bras le corps inerte d'Étienne, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle savait qu'elle était en train d'accomplir l'acte le plus atroce de sa vie, mais elle savait aussi que c'était le seul moyen de protéger définitivement sa communauté. Le rituel atteignit son apogée quand les flammes vertes du brasero s'élevèrent jusqu'au plafond de la chapelle, créant un tourbillon de lumière et d'énergie qui fit trembler les murs de l'édifice. Brigitte poussa un hurlement suraigu qui se répercuta dans toute la montagne. Puis elle s'effondra, son corps se desséchant instantanément comme s'il avait été vidé de toute substance vitale. Quand le calme revint enfin, Madeleine se retrouva seule dans la chapelle avec le cadavre de Brigitte et le corps de son petit-fils bien-aimé. Le prix de la victoire était si terrible qu'elle faillit sombrer dans la folie, mais elle savait qu'elle devait terminer ce qu'elle avait commencé. Suivant scrupuleusement les instructions contenues dans le grimoire de son arrière-grand-mère, elle disposa le corps d'Étienne selon un rituel précis qui était censé assurer le repos éternel de son âme malgré les circonstances tragiques de sa mort. Elle récita les prières de purification qui effaceraient toute trace de souillure magique de la dépouille de l'enfant. Et enfin, elle accomplit les gestes qui consacreraient le sacrifice et garantiraient que jamais plus aucune force maléfique ne pourrait menacer le Haut-Vernay. Quand l'aube se leva sur la montagne, Madeleine Kardec était devenue une autre femme. Elle avait sauvé son village, mais au prix de son innocence et de son humanité. Elle portait désormais le poids d'un infanticide qui la hanterait jusqu'à sa mort, et elle savait que jamais elle ne pourrait révéler la vérité sur les événements de cette nuit terrible. Car comment expliquer aux habitants de Le Haut-Vernay qu'elle avait tué de ses propres mains l'enfant qu'elle chérissait le plus au monde ?
Comment leur faire comprendre que ce meurtre atroce était en réalité un acte d'amour et de sacrifice ultime? Comment justifier qu'elle ait choisi de devenir un monstre pour les protéger contre un mal encore plus grand? Madeleine prit sa décision. Elle cacherait la vérité et inventerait une version des faits qui protégerait la mémoire d'Étienne, tout en expliquant la disparition de Brigitte. Elle dirait que la sorcière maléfique avait kidnappé l'enfant et que dans la lutte qui avait suivi, tous deux avaient trouvé la mort dans un accident tragique. Mais elle savait aussi qu'elle devrait porter seule, jusqu'à son dernier souffle, le secret de ce qu'elle avait vraiment accompli cette nuit-là. Elle était devenue la gardienne d'une vérité si terrible que personne ne pourrait jamais la partager avec elle. Les semaines qui suivirent la tragédie de la chapelle Saint-Roch furent parmi les plus difficiles que le Haut-Vernay ait jamais traversées. Madeleine Kardec était revenue au village à l'aube du 26 février, portant dans ses bras le corps inanimé d'Étienne et racontant une histoire qui glaça d'effroi tous les habitants. Selon sa version des faits, Brigitte Reynard avait tenté d'enlever l'enfant pour accomplir un rituel de magie noire. Et dans la lutte qui avait suivi, les deux complices de la sorcière et elle-même avaient péri dans l'effondrement partiel de la chapelle, Étienne succombant malheureusement à ses blessures, malgré tous les efforts de Madeleine pour le sauver. Cette explication, bien que terrible, avait le mérite de la cohérence et correspondait aux peurs que les habitants nourrissaient depuis des semaines. L'abbé Ferrand, appelé en urgence, avait confirmé que les restes trouvés dans les décombres de la chapelle semblaient effectivement appartenir à des individus qui avaient pratiqué des rituels impies. Le maire Auguste Blanchet, soulagé de voir disparaître la menace qui pesait sur sa commune, n'avait pas cherché à approfondir les circonstances exactes de ces morts suspectes. Mais Madeleine savait qu'elle portait désormais un fardeau qui dépassait tout ce qu'un être humain pouvait supporter. Chaque nuit, elle revivait en cauchemar le moment où elle avait tranché la gorge d'Étienne, entendant à nouveau le bruit sinistre de la lame tranchant la chair tendre, sentant la chaleur du sang qui jaillissait sur ses mains. Le jour, elle s'efforçait de reprendre ses activités de guérisseuse, mais les habitants remarquaient qu'elle avait changé. Ses gestes étaient plus mécaniques, son regard plus distant, et parfois elle s'interrompait au milieu d'une consultation, comme si elle entendait des voix que personne d'autre ne percevait. Pour donner le change et préserver l'illusion qu'elle était toujours la même femme dévouée au bien-être de sa communauté, Madeleine s'imposait un rythme de travail effréné. Elle multipliait les visites à domicile, préparait des quantités importantes de remèdes qu'elle distribuait gratuitement et se rendait disponible à toute heure du jour et de la nuit pour quiconque avait besoin de ses services. Cette hyperactivité lui permettait d'éviter les moments de solitude où les remords l'assaillaient avec une violence insoutenable. Mais plus elle s'efforçait d'aider les autres, plus elle prenait conscience de l'ironie tragique de sa situation. Elle qui avait consacré sa vie à préserver et à protéger la vie humaine, elle qui avait soigné et sauvé des centaines de personnes au fil des décennies, avait fini par commettre le crime le plus atroce qui soit, tuer un enfant innocent de ses propres mains. Cette contradiction déchirait son âme et lui donnait parfois l'impression qu'elle perdait la raison. Les premiers mois qui suivirent la mort d'Étienne furent marqués par des phénomènes étranges que Madeleine fut la seule à remarquer. Parfois, en préparant ses décoctions dans sa cuisine, elle entendait des pas légers résonner à l'étage, comme si l'enfant courait dans sa chambre. D'autres fois, elle trouvait des objets déplacés sans explication rationnelle, les livres d'Étienne ouverts à des pages qu'elle n'avait pas consultées, ses vêtements sortis de l'armoire et soigneusement pliés sur le lit, ses jouets disposés comme s'ils venaient de jouer avec. Ces manifestations qu'elle attribuait d'abord à des hallucinations provoquées par le chagrin et la culpabilité devinrent progressivement plus précises et plus troublantes. Un soir d'avril, alors qu'elle préparait son dîner solitaire, elle entendit distinctement la voix d'Étienne l'appeler depuis l'étage. « Grand-mère, j'ai froid, pouvez-vous venir me border ?» Madeleine se précipita dans la chambre de l'enfant et la trouva exactement comme elle l'avait laissée après avoir rangé ses affaires, vide, silencieuse, imprégnée de cette odeur particulière qui caractérise les pièces inhabitées. Mais sur l'oreiller,
Elle découvrit une petite tache sombre qui ressemblait étrangement à du sang séché. Ces incidents se multiplièrent au fil des semaines, prenant des formes de plus en plus dérangeantes. Madeleine commençait à entrevoir la véritable nature de la malédiction qui s'abattait sur elle. En accomplissant le retournement suprême, elle avait certes détruit Brigitte Reynard et protégé le village, mais elle avait aussi créé un déséquilibre dans l'ordre naturel des choses. L'âme d'Étienne, sacrifiée dans des circonstances si atroces, ne parvenait pas à trouver le repos et restait attachée au monde des vivants par les liens de souffrance et d'incompréhension qui l'unissaient à sa meurtrière. La situation devint réellement inquiétante quand les habitants du village commencèrent à leur tour à rapporter des phénomènes inexpliqués. Plusieurs personnes affirmaient avoir aperçu la silhouette d'un petit garçon qui errait dans les rues la nuit, toujours vêtu de ses plus beaux habits et portant à la gorge une blessure béante d'où s'écoulait un filet de sang noir. Cet enfant fantomatique apparaissait particulièrement aux autres enfants du village, leur murmurant des mots incompréhensibles qui les réveillaient en pleurant. Marguerite Bertrand fut la première à établir explicitement le lien entre ces apparitions et Étienne Kardec. Son fils Paul, le petit garçon de 6 ans qui avait déjà fait des cauchemars troublants pendant l'hiver, vint la voir un matin en affirmant avoir passé la nuit à jouer avec Étienne dans le grenier de leur maison. « Maman !» raconta-t-il avec la candeur de l'enfance. « Étienne est venu me voir cette nuit. Il m'a dit qu'il s'ennuyait tout seul dans sa maison et qu'il voulait jouer avec moi. On a joué aux billes et aux osselets, et c'était très amusant. Mais à la fin, il m'a dit quelque chose de très triste. » Marguerite, glacée d'effroi, mais s'efforçant de ne pas alarmer son fils, lui demanda ce qu'Étienne lui avait confié. Il m'a dit que sa grand-mère l'avait tué avec un couteau, et qu'il ne comprenait pas pourquoi elle avait fait ça. Il m'a dit qu'il l'aimait très fort, mais qu'elle lui avait fait très mal, et il m'a demandé si je pouvais dire à sa grand-mère qu'il lui pardonnait, mais qu'il voulait savoir pourquoi elle l'avait tué. Cette révélation bouleversa Marguerite. Elle comprit immédiatement que les explications données par Madeleine sur la mort d'Étienne ne correspondaient pas à la réalité, et que des événements bien plus sombres s'étaient déroulés dans la chapelle Saint-Roch. Mais elle comprit aussi qu'elle se trouvait face à un secret si terrible qu'il dépassait sa capacité de compréhension et d'action. Rongée par l'angoisse et l'incertitude, Marguerite décida finalement de confronter directement Madeleine. Elle se rendit chez la guérisseuse par une soirée de mai particulièrement douce, trouvant la vieille femme assise devant sa cheminée éteinte, le regard perdu dans le vide. « Madeleine, dit-elle sans préambule, il faut que nous parlions d'Étienne. » Madeleine releva lentement la tête, et Marguerite fut saisie par l'altération de ses traits. En quelques mois, la guérisseuse avait vieilli de 10 ans. Ses cheveux étaient devenus entièrement blancs. Son visage s'était creusé de rides profondes, et ses yeux avaient perdu cette intensité qui en imposait jadis à tous les habitants du village. « Que voulez-vous dire » demanda Madeleine d'une voix éteinte. Marguerite rapporta fidèlement les confidences de son fils, observant attentivement les réactions de la vieille femme. À mesure qu'elle parlait, elle voyait Madeleine se tasser sur elle-même, comme si chaque mot était un coup porté à son âme déjà meurtrie. Quand Marguerite eut terminé son récit, un long silence s'installa dans la cuisine sombre. Puis, d'une voix à peine audible, Madeleine prononça les mots qui allèrent changer le cours de sa vie. « C'est vrai, j'ai tué Étienne de mes propres mains. » Cette confession, arrachée par la douleur et l'épuisement moral, libéra en Madeleine un torrent de paroles qu'elle avait retenues depuis des mois. Elle raconta à Marguerite toute la vérité sur les événements de l'hiver. Le chantage de Brigitte Reynard, la menace qui pesait sur le village, le choix impossible auquel elle avait été confrontée, et finalement le sacrifice atroce qu'elle avait consenti pour sauver la communauté. « Je savais », conclut-elle dans un sanglot, « que si je tuais Étienne selon le rituel du retournement suprême, je détruirais cette sorcière maudite et je protégerais définitivement notre village. Mais je savais aussi que je condamnerais mon âme et que je vivrais avec ce crime jusqu'à ma mort. J'ai choisi de devenir un monstre pour que vous puissiez tous continuer à vivre en paix. » Marguerite écoutait cette confession avec un mélange de compassion et d'horreur.
Elle comprenait les motivations de Madeleine, elle admirait même le courage terrible qu'il avait fallu pour accomplir un tel sacrifice. Mais elle ne pouvait pas oublier qu'elle se trouvait face à une femme qui avait tué un enfant innocent, même si c'était pour sauver des centaines d'autres vies. « Madeleine, dit-elle finalement, je comprends pourquoi vous avez agi ainsi, mais maintenant qu'allez-vous faire ? Étienne ne trouve pas le repos, et sa présence parmi nous commence à troubler les autres enfants du village. » Madeleine avait déjà réfléchi à cette question. Elle savait que l'âme d'Étienne resterait prisonnière du monde terrestre, tant qu'elle-même ne paierait pas entièrement le prix de son crime. Il fallait qu'elle accomplisse un rituel de purification qui libérerait l'esprit de l'enfant. Mais ce rituel exigeait qu'elle offre sa propre vie en réparation du mal qu'elle avait causé. « Je sais ce qu'il faut faire, » répondit-elle avec une résignation paisible. « Mais avant de partir, je dois transmettre mes connaissances à quelqu'un qui pourra continuer à soigner les habitants du village. Accepteriez-vous d'apprendre mes secrets, Marguerite ? Accepteriez-vous de porter à votre tour la responsabilité de guérir et de protéger notre communauté ?» Cette proposition inattendue troubla profondément Marguerite. Elle n'avait jamais envisagé de devenir guérisseuse, et l'idée de recevoir un héritage si lourd de conséquences l'effrayait. Mais elle comprenait aussi que Madeleine ne pourrait pas partir en paix tant qu'elle ne serait pas assurée que quelqu'un prendrait sa succession. « Si c'est vraiment nécessaire, » accepta-t-elle finalement, « je ferai de mon mieux pour honorer votre héritage. » Les semaines qui suivirent furent consacrées à la transmission de 40 années de savoir et d'expérience. Madeleine initia Marguerite au secret des plantes médicinales, lui enseigna les recettes les plus efficaces, lui expliqua comment reconnaître les symptômes des différentes maladies et comment adapter les traitements selon les cas particuliers. Mais surtout, elle lui transmit la philosophie qui devait guider l'exercice de cet art. Le respect absolu de la vie humaine, la générosité dans le service d'autrui et la vigilance constante contre les tentations du pouvoir. « Rappelez-vous toujours, » lui dit-elle lors de leur dernière leçon, « que notre don nous est confié pour soigner et protéger, jamais pour nuire ou dominer. J'ai trahi cet idéal une seule fois dans ma vie, et cette trahison m'a coûté plus cher que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ne commettez jamais l'erreur de croire que la fin justifie tous les moyens. » Quand Marguerite eut assimilé l'essentiel des connaissances nécessaires, Madeleine se prépara à accomplir l'ultime rituel qui libérerait l'âme d'Étienne et expierait son crime. Elle choisit pour cela la nuit du solstice d'été, moment où les liens entre le monde des vivants et celui des morts étaient les plus ténus. Le 21 juin 1810, par une nuit claire et tiède, Madeleine Kardec monta une dernière fois vers la chapelle Saint-Roch. Elle portait avec elle le couteau d'ivoire qui avait servi à tuer Étienne, ainsi qu'un petit coffret contenant les ossements de l'enfant qu'elle avait discrètement récupérés pour leur offrir une sépulture digne. Dans les ruines de la chapelle, elle disposa avec un soin minutieux les éléments nécessaires au rituel de libération. Puis, récitant les formules ancestrales qu'elle avait apprises dans le grimoire de son arrière-grand-mère, elle accomplit les gestes qui allaient racheter sa faute au prix de sa propre existence. Quand l'aube se leva sur le Haut-Vernay, les habitants découvrirent que Madeleine Kardec avait disparu. On ne retrouva jamais son corps, mais dans la chapelle Saint-Roch, Marguerite découvrit un petit tombeau de pierre où reposaient les restes d'Étienne, entourés de fleurs sauvages qui semblaient avoir poussé spontanément pendant la nuit. Dès ce jour, les apparitions cessèrent définitivement. L'âme d'Étienne avait enfin trouvé le repos et le village retrouva sa sérénité. Marguerite Bertrand prit la succession de Madeleine et devint à son tour la guérisseuse de Le Haut-Vernay, transmettant fidèlement les connaissances qu'elle avait reçues, mais en gardant pour elle seule le terrible secret de leur origine. Car jamais elle ne révéla à quiconque la véritable histoire de Madeleine Kardec et d'Étienne. Cette vérité, trop lourde et trop douloureuse pour être partagée, resta enfouie dans sa mémoire jusqu'à sa propre mort, 40 ans plus tard. Et avec elle disparut le dernier témoignage direct de l'héroïsme tragique d'une femme qui avait accepté de se damner pour sauver sa communauté.
Les habitants de Le Haut-Vernay gardèrent longtemps le souvenir de Madeleine Kardec comme celui d'une sainte femme qui avait consacré sa vie au service d'autrui et qui avait mystérieusement disparu après avoir accompli son dernier miracle, la libération du village de la malédiction qui pesait sur lui. Ils ne surent jamais qu'en réalité, cette femme vénérée avait été aussi la meurtrière de l'enfant qu'elle chérissait le plus au monde, et que son sacrifice ultime avait été d'accepter de porter seule, jusqu'à sa mort, le poids d'un secret trop terrible pour être partagé. Cette histoire, transformée par la tradition orale et enrichie de détails légendaires, finit par devenir l'une des légendes les plus sombres des Alpes de Haute-Provence. Au fil des décennies, la véritable nature du sacrifice de Madeleine s'effaça de la mémoire collective, remplacée par des récits qui faisaient d'elle tantôt une sainte martyre, tantôt une sorcière maléfique qui avait effectivement sacrifié son petit-fils pour obtenir des pouvoirs surnaturels. Les versions les plus répandues de la légende, celles qui se transmirent de génération en génération jusqu'à nos jours, présente Madeleine Kardec comme une femme qui avait conclu un pacte avec des forces obscures et qui avait utilisé les os de son petit-fils pour accomplir des rituels impies. Cette interprétation déformée, bien qu'éloignée de la réalité historique, contenait paradoxalement une part de vérité. Madeleine avait effectivement tué Étienne et utilisé sa mort dans un rituel sanglant, même si les motivations de son geste étaient diamétralement opposées à celles qu'on lui prêtait. La maison de Madeleine, abandonnée après sa disparition, devint rapidement un lieu de pèlerinage macabre pour les curieux et les amateurs de sensations fortes. Pendant des années, les habitants de Le Haut-Vernay racontèrent aux visiteurs de passage l'histoire de la grand-mère Kardec qui avait sacrifié son petit-fils, ajoutant à chaque récit des détails plus terrifiants que les précédents. La chapelle Saint-Roch, quant à elle, fut définitivement abandonnée et finit par s'effondrer complètement, ne laissant qu'un amas de pierres que les locaux évitaient soigneusement. Marguerite Bertrand, devenue la nouvelle guérisseuse du village, s'efforça pendant 40 ans de perpétuer l'œuvre de Madeleine sans jamais révéler la vérité sur les événements de 1810. Elle forma à son tour une apprentie, puis celle-ci en forma une autre, et ainsi de suite, créant une lignée de femmes dévouées au service de leur communauté. Chacune d'entre elles connaissait une version partielle de l'histoire, mais aucune ne posséda jamais l'ensemble des éléments qui auraient permis de reconstituer la vérité complète. Au XXe siècle, quand les progrès de la médecine moderne rendirent obsolètes les pratiques de guérison traditionnelles, la légende de Madeleine Kardec prit une nouvelle dimension. Les folkloristes et les historiens locaux s'intéressèrent à cette histoire singulière, tentant de démêler la part de réalité de celle de la fiction dans les récits transmis par la tradition orale. Mais leurs recherches, limitées par l'absence de documents écrits fiables, et par la déformation progressive des témoignages, ne permirent jamais d'établir avec certitude ce qui s'était réellement passé dans ce village perdu des Alpes au début du XIXe siècle. La vérité sur Madeleine Kardec resta donc enfouie dans les archives silencieuses de l'histoire, témoin muet d'un drame humain, d'une complexité et d'une tragédie que peu d'esprits auraient pu concevoir. Cette femme, qui avait consacré sa vie entière à soigner et à protéger autrui, avait fini par commettre l'acte le plus contraire à sa nature pour sauver sa communauté d'un mal encore plus grand. Son sacrifice, incompréhensible pour ceux qui n'avaient pas vécu les circonstances exceptionnelles de cette époque troublée, demeura à jamais un secret entre elle et les forces mystérieuses qui régissent le destin des hommes. Aujourd'hui encore, quand le vent souffle fort dans les montagnes au-dessus de Le Haut-Vernay, les habitants les plus âgés prétendent entendre parfois, portés par la brise nocturne, la voix d'une femme qui pleure et qui demande pardon pour un crime que personne ne peut comprendre. Et les mères du village continuent d'avertir leurs enfants de ne jamais s'aventurer seuls sur la colline où se dressait autrefois la maison de Madeleine Kardec, car, disent-elles, l'esprit de la grand-mère erre encore dans ces lieux maudits, cherchant éternellement la rédemption d'un acte qui, bien que motivé par l'amour et le sacrifice,
l'a condamné à une solitude éternelle dans les limbes de l'histoire. Ainsi se termine l'histoire vraie de Madeleine Kardec. Une femme qui accepta de porter seule le poids du plus terrible des secrets pour préserver l'innocence et la tranquillité de ceux qu'elle aimait. Une histoire qui nous rappelle que parfois, les actes les plus héroïques sont aussi les plus impardonnables et que la grandeur d'âme peut mener aux abîmes les plus profonds de la condition humaine. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.